Bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence sur le tri des photos et vidéos. Heu, je vous remercie beaucoup d'être si nombreux aujourd'hui. Donc on a la chance aujourd'hui avec nous, d'avoir Gwendoline Gourlin et Pascal Massias, donc Pascal qui gère l'agence Movadom Alliés. Ils vont, être présents notamment sur le chat pour pouvoir répondre à toutes vos questions et je n'hésiterai pas moi aussi à regarder au fur et à mesure quelles sont les questions que vous pouvez avoir pour pouvoir y répondre. Donc cette visioconférence sur le tri des photos et vidéos a été très demandée par, plusieurs d'entre vous et donc ça va nous permettre, ce matin, ensemble, de travailler sur cette épineuse question des photos de famille, aussi bien sur format papier que format numérique. Alors moi, je suis Gwendoline Cottresse, donc je suis la fondatrice de la structure Movadom. J'organise depuis, plusieurs années des visioconférences pour les retraités qui sont gratuites chaque semaine le jeudi matin à 10h30. Donc ça, c'est assez récent, ça fait, on va dire, quelques semaines depuis le début du confinement et depuis plusieurs années, par contre, des conférences dans les communes. Donc n'hésitez pas à demander à vos communes, de participer ou, de pouvoir organiser des conférences, donc live, hein, là où je viens, directement. On a la chance d'être financé par plusieurs financeurs, que vous avez sur cette slide, donc le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le département de l'Allier, le département des Hauts-de-Seine, les Yvelines, donc tout ça grâce à la CNSA, mais aussi l'Essonne et l'Ille-et-Vilaine. Donc si ces départements, vous habitez dans un de ces départements, vous pouvez demander la mise en place d'une, conférence sur votre territoire. Donc toutes les visioconférences qui sont organisées chaque semaine sont gratuites, donc n'hésitez pas à y participer, mais également à proposer à des amis de la famille à y participer. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site movadom.com. Il y a la possibilité de s'inscrire sur les listes. Donc voilà. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, je proposerai le replay qui sera disponible dès cet après-midi. Donc voilà, et vous avez aussi le replay de toutes les visioconférences précédentes, donc n'hésitez surtout pas à aller sur go.movadom.com/replay. Ça vous amènera vers notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez également vous abonner. Donc, on va commencer à se poser la question, pourquoi finalement trier ces photos? Alors, plusieurs d'entre vous sont présents depuis plusieurs semaines sur le tri, et effectivement, pour chaque catégorie d'éléments qu'on trie, il y a des raisons qui peuvent être particulières pour trier ces éléments. Donc, pour les photos, je pense qu'un élément qui peut être intéressant, c'est de pouvoir profiter de ces photos. Moi, ça m'arrive souvent de retrouver des photos dont je ne savais même pas, même plus qu'elles existaient. Ça permet évidemment de retrouver des souvenirs, de souvenirs de bons moments, de personnes peut-être chères qu'on a perdues, dont on n'avait plus en tête ces belles images. Donc, c'est vrai que trier ces photos, c'est quelque chose qui permet de se faire du bien, d'être aussi plus détendu, hein. On trie parce que souvent, moi, je vois des logements dans lesquels il y a énormément de photos dans des sacs, dans des caisses qu'on ne regarde même plus. On sait qu'on les a en tête, qu'elles sont quelque part. Et c'est vrai que le fait de faire du tri, c'est quelque chose qui fait du bien. Peut-être certains l'ont fait depuis plusieurs semaines et se rendent compte que ça fait du bien. Autre élément, je pense important, en faisant du tri et notamment en triant les photos, vous allez prévoir l'avenir. Je vois beaucoup de personnes et j'ai d'ailleurs eu des questions à ce sujet, sur, l'idée de, on a récupéré des photos, des caisses, des sacs de nos parents, de nos grands-parents, avec des photos sur lesquelles on ne sait même pas qui est sur la photo. Et ça, je peux vous dire que ça arrive souvent. Moi, j'ai eu le cas, dans ma famille avec des photos qu'on a récupérées, et on s'est, rendu compte qu'on ne savait même pas qui était sur la photo. C'était, des ancêtres très éloignés et c'est très compliqué de retrouver. Et c'est vrai qu'en faisant ce travail, le travail que je vais vous proposer aujourd'hui, vous allez permettre à vos enfants, à vos petits-enfants de préparer finalement l'avenir et s'il vous arrive quelque chose, qu'ils aient une trace de finalement leur histoire.
Et effectivement, cet aspect généalogie, Gilbert, on va en parler un petit peu, et dans cette visioconférence. Ce ne sera pas le sujet de la visioconférence complète, mais c'est vrai que, on est quand même sur un aspect, ancêtre, l'histoire de votre famille, et donc il y a vraiment un travail à faire qui est nécessaire et qui, peut être, intéressant pour tous, pour toute la famille. Donc on va commencer, vous en avez l'habitude, par un petit quiz. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est finalement, avez-vous besoin de trier vos photos et vidéos? Donc, la façon de procéder est très simple. Dès que vous répondez oui à une question, vous comptez sur vos doigts un point. Quand on aura fini, vous pouvez m'écrire dans la conversation, dans la petite bulle de conversation, combien de points vous avez. Donc, première question, vos photos sont dans leur pochette d'origine. Donc, vous savez, pour les photos papier, on avait des petites pochettes dans lesquelles il y avait les diapositives, enfin les négatifs et les photos. Donc, est-ce que vos photos sont toujours dans ces pochettes? Si oui, vous mettez un point, donc vous cotez un point pour l'instant. Vous avez des VHS, films Super 8, diapositifs, d'où vous n'avez plus le lecteur. Donc on a des films Super 8 et puis on a finalement plus le lecteur qui fonctionne. Donc si c'est le cas, vous rajoutez un point. Sur votre ordinateur et téléphone, vous avez des photos qui sont floues, des photos ratées, des choses comme ça. Donc si c'est le cas, vous mettez un autre point. Vos photos numériques sont stockées uniquement sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Donc, par exemple, si vous cassez votre smartphone, eh ben, vous perdez toutes vos photos. Est-ce que c'est le cas? Donc, vous me comptez vos petits points et puis vous pouvez ensuite, dans la barre de conversation, me dire combien vous avez. Donc, Denise me dit 1 point, Gilbert 2 points. Michel, vous avez plus de son, donc n'hésitez pas à effectivement vous reconnecter peut-être. Pauline, 3 points. Olivier, 3 points. Sophie, 2 points. Ah, j'ai pas mal de 2, 3, 4 points quand même, hein. Très, très bien. 3, 4 points. OK. Alors, pour que vous sachiez un petit peu où on en est en termes de points, moi, je considère qu'à partir de 2 points, de 2 réponses oui, il faut faire du tri. Donc, je pense que dans la très grande majorité des personnes que je vois là, vous avez besoin de faire du tri de photos. Ah, peut-être pas Marie, bon, mais rien n'empêche de quand même participer à cette visioconférence. En tout cas, entre 2 et 4 points, il faut faire du tri, c'est nécessaire. Donc, vous êtes au bon endroit, c'est parfait. Alors, le risque à pas trier, parce que certains vont me dire: «Bon, bah, vous êtes bien mignonne, mais moi j'ai pas envie de trier, ça va être long, ça va me prendre du temps, c'est compliqué». Le risque à ne pas trier, c'est que, par exemple, pour les photos papier, il va y avoir le risque d'une dégradation. Moi, j'ai vu beaucoup, notamment, j'ai dans ma famille mon conjoint, qui a récupéré des photos de famille. Elles étaient dans une boîte, dans une cave, et malheureusement, certaines avaient pris l'eau, avaient pourri, et ça, malheureusement, après, les photos sont pas du tout récupérables. Donc le risque de dégradation sur les photos papier est extrêmement, malheureusement, fréquent. Oublie aussi, alors on peut complètement oublier ce qu'il y a sur les photos, c'est, vraiment ça, quelque chose qui arrive très souvent, et donc finalement, on n'en profite pas. Donc quel est l'intérêt de les garder? Sur les photos numériques, là, c'est plutôt le risque de perte. Je vous le disais tout à l'heure, si vous cassez votre téléphone portable, votre ordinateur, on vous les vole. Moi, j'ai eu ça aussi, ma petite sœur qui a eu malheureusement un cambriolage. Dans son ordinateur, il y avait toutes ses photos, et ben, elle a perdu 2-3 ans de photos parce qu'elle l'avait pas mis sur un autre support. Donc ça, sur les photos numériques ou tous les supports numériques, c'est quelque chose qui, malheureusement, arrive très, très souvent. Sur toute la partie vidéo, autres supports, donc je vous ai mis les bonnes vieilles VHS, les films Super 8.
ou tous les autres formats qui peuvent exister, c'est des formats qui se dégradent. Vous allez l'utiliser plusieurs fois, vous allez les revoir, mais au bout de 10, 20, 30 ans, ça va pouvoir être dégradé et donc finalement plus réutilisable derrière. Donc il y a vraiment un tri qui est nécessaire si vous voulez pouvoir revoir, réutiliser vos documents, photos, vidéos, que ce soit d'ailleurs papier ou numérique, hein, je pense que c'est nécessaire de pouvoir effectivement faire dans tous les cas du tri, c'est effectivement important. Pour certains qui ont peut-être des problèmes, là, on me dit sur mon écran que j'ai une qualité internet qui n'est pas forcément très très forte, donc pas d'inquiétude si vous avez des petits blocages de temps en temps. J'en suis désolée, je pense qu'on est très nombreux encore ce matin et j'en suis ravie, mais ça peut effectivement causer des petites problématiques de réseau. Alors, donc, comment trier? Là, on va s'intéresser à finalement comment trier les photos et vidéos. Alors, ceux qui me connaissent bien maintenant savent que ma méthode favorite est celle de Marie Kondo. Je vous invite tous à acheter, télécharger en e-book, en livre classique, le livre de Marie Kondo qui s'appelle La magie du rangement, qui vous donnera beaucoup de ressources pour pouvoir trier vos affaires, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais ça peut fonctionner aussi pour les photos. Attention, pour les papiers administratifs, ça ne peut ne pas forcément fonctionner. C'est à la japonaise, c'est assez radical. En général, on est sur un tri global, complet de toutes les affaires. Donc, attention là-dessus. Mais je vous invite quand même à consulter ce livre qui est très intéressant. Et elle fait aussi une série sur Netflix, Marie Kondo, qui est très intéressante également. Pour commencer ce tri, je vous conseille de commencer par les photos les plus récentes. C'est beaucoup plus facile de commencer par les photos plus récentes dont on se souvient encore et de finir par les plus anciennes qui sont en général des photos familiales, donc on a peu d'infos et qui ne sont pas évidentes et qui sont souvent les plus difficiles à trier. Donc on commence par les photos, les vidéos les plus récentes. Il faut, comme toujours, rassembler vos photos et vidéos. Vous allez vous rendre compte que vous en avez énormément, peut-être dispersées un petit peu partout, dans le garage, dans la cave, dans le grenier, dans différentes pièces, classées dans des sacs ou pas. Vraiment, cet aspect rassembler tout au même endroit est très important et vous aidera beaucoup dans ce tri. Ensuite, il est important d'étaler vos photos et vidéos et de les visionner. Là, vous n'allez vraiment pas avoir le choix. Il va falloir reprendre tous ces éléments, toutes les photos, toutes les vidéos en Super 8, en VHS. C'est pour ça que je vous ai mis une petite photo là d'un lecteur Super 8. Donc, à vos projecteurs, il faut regarder, voir si c'est des choses qui sont en bon état, qui sont encore visionnables. C'est vraiment important de tout visionner. Alors, je sais que ça prend beaucoup de temps, que c'est quelque chose de très long, qu'on n'a pas forcément le temps de faire tous les jours, mais là, en ce moment, malheureusement, on est tous coincés chez nous, donc pourquoi pas se lancer dans ce grand tri. Donc vraiment, je vous conseille d'étaler vos photos, de vraiment prendre le temps de les visionner. Sur cet aspect délai, je pense que autant pour la plupart des tris, vous pouvez faire ça relativement rapidement. Notamment, on parlait la semaine dernière des vêtements, ça peut se faire effectivement assez rapidement. Mais sur les photos, il faut vraiment prendre le temps. Ça va vous prendre peut-être plusieurs mois. Moi, je sais que je l'ai fait de mon côté avec les photos de famille. J'ai tout scanné. Ça m'a pris des mois. Je m'y mettais une fois par semaine. Donc, ce n'est pas en quelques heures que vous allez pouvoir trier vos photos et vos vidéos. Donc, je vous conseille de planifier des sessions de tri, de prendre le temps de vous mettre peut-être une session par semaine, peut-être 2 en ce moment si vous le souhaitez, mais c'est quelque chose qui est très chronophage, qui est aussi
psychologiquement qui est difficile. Vous allez avoir pas mal de souvenirs qui vont revenir à la surface et physiquement, il va falloir porter des caisses, il va y avoir de la poussière. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez délicat et puis ça va être très, très long. Donc, on prend son temps, on planifie des sessions, on fait en sorte que ce soit quelque chose d'agréable et on ne se dit pas que ça doit être fait à la fin de la semaine. Là, je ne vous demande pas d'avoir fini le tri de vos photos dans 15 jours. Alors, une étape qui est pour le moins délicate, c'est que ces photos et vidéos, il va falloir élaguer de manière importante. Une fois que vous avez tout regardé, que vous avez tout étalé, que vous savez où vous en êtes sur les photos, les vidéos, je pense qu'il est nécessaire de vous séparer, de jeter les photos, par exemple, qui sont floues, les doublons. Donc, tout ce qui est photo en double, vous pouvez, par exemple, les donner. Moi, je sais que mon papa faisait développer les photos en double. Donc, on avait tout en double. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça vous donne un stock assez impressionnant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à donner à la famille. Si vous avez des cousins, des enfants, des petits-enfants qui sont sur ces photos, peut-être que ça les intéressera de les récupérer. Donc, en tout cas, on ne garde pas des photos en double, des photos qui sont floues. La célèbre photo avec le pouce du photographe qui est dessus, pareil, on s'en sépare. Les photos d'inconnus. Alors ça, j'ai eu des questions, je crois d'ailleurs que c'était peut-être Evelyne ou Denise qui m'ont posé des questions sur des photos où on ne sait plus qui est sur la photo. Là, je vais être assez radicale. Si vous ne savez pas qui est sur la photo, si c'est des ancêtres très anciens dont on n'a aucun souvenir, personne ne s'en souvient. Ah, Evelyne, c'est vous, d'accord, très bien. Vous voyez, je vous ai retenu. Si vous avez des photos avec l'ami, moi j'ai des photos avec des amis très éloignés de mes parents que moi j'ai jamais rencontrés. Moi, je vous conseillerais de jeter ces photos ou alors de l'envoyer à ces personnes si ça les intéresse de les récupérer. Mais pour vous, ça n'a aucun intérêt. Si c'est des personnes que vous ne connaissez même pas, pourquoi garder ces photos? Voilà. Donc, je sais que parfois, je peux être un peu radicale, mais là-dessus, vraiment, je pense que c'est important d'être radical parce qu'on ne peut pas se permettre de faire dans le détail sur les photos. Quand on a des milliers de photos, ça prend trop de temps. Donc, si c'est des photos de personnes inconnues, des photos qui sont ratées, on s'en débarrasse. Les photos qui sont sur un moment qui n'est pas agréable. Donc, je sais qu'il y a des moments de vie qu'on n'a pas forcément aimé. Dans ces cas-là, moi, je les conseille aussi de s'en séparer. Donc, Evelyne me dit, dans un budget analogique, oui, pourquoi pas, effectivement, mais il faut quand même savoir qui est sur la photo, parce qu'en généalogie, vous devez pouvoir mettre un nom quand même dessus. Et puis, on verra pour les photos ce qu'on peut en faire, même si on ne les utilise pas soi-même. Donc voilà, ensuite sur la partie VHS, enregistrement TV, ah oui, alors ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi je sais que ma grand-mère enregistrait tous les épisodes par exemple de La Petite Maison dans la Prairie sur je sais plus c'était quoi, France 3, France 2 ou quelque chose comme ça. Et donc, on avait des VHS avec des enregistrements, alors plus ou moins ratés, hein. Des fois, vous aviez aussi des enregistrements, par exemple, une partie d'un Maigret où il vous manquait la fin, donc vous ne saviez pas qui était le tueur de cette affaire. Et tout ça, vraiment, séparez-en vous. Vous pouvez retrouver, racheter, si vous le souhaitez, toute la collection de DVD de La Petite Maison de la Prairie depuis le début, qui sera en bon état et qui ne sera pas un enregistrement sur enregistrement qui, malheureusement, ne tiendra pas le choc. Donc, tout ce qui est des enregistrements TV, des choses comme ça, je vous invite, là, pareil, à vous en séparer. Tout ce qui est support où vous n'avez plus le lecteur et où il n'est pas possible de retrouver un lecteur. Donc, des supports compliqués. Je vous invite également à vous en séparer. Alors, peut-être, et on le verra, qu'il est possible de le numériser. Dans ces cas-là, pourquoi pas? Mais si vous n'avez plus le lecteur, il n'est pas utile de garder des supports que vous ne pouvez pas lire. Hein. Là, vraiment, c'est important. Et puis, certains supports abîmés, pareil, les VHS, moi, c'est quelque chose qui m'était arrivé, des VHS qui avaient été réenregistrés, surenregistrés plein de fois les uns sur les autres, et on se retrouve avec une cassette qui est inutilisable, où vous avez tout un tas de grésillements. Donc, pareil, là, on s'en sépare, il n'est pas nécessaire de les garder. Donc, une fois que vous avez pu élaguer, faire ce tri,
il va falloir classer. Alors, pardon, il manque un S à mon petit classé, et stocker. Alors, on va commencer par les formats physiques. Donc, ce que j'appelle format physique, c'est tout ce qui n'est pas numérique. Alors, Martine, comment est-ce qu'on s'en sépare? Donc, je vais vous donner des idées, notamment pour pouvoir donner certains éléments. Tout ce qui est photo, vous pouvez directement les jeter, mais il y a parfois la possibilité de les donner. Donc ça, j'en parlerai juste après. Les formats un petit peu différents comme VHS, là, je vous invite plutôt à les recycler effectivement et à les mettre en déchetterie parce que en général, c'est des éléments qui peuvent être recyclés et qui ne sont pas à mettre dans la poubelle classique. Donc plutôt déchetterie pour tout ce qui est notamment diapositives, ce genre de choses où vous avez parfois dessus des éléments qui peuvent avoir une valeur. Voilà. Fabienne, effectivement, peut être utile de les détruire, même si c'est des photos de quelqu'un dont vous vous souvenez même pas. Est-ce vraiment utile de les détruire? Je ne suis pas sûre que ça serve à qui que ce soit. Donc voilà. Donc je vais ensuite. Donc on va parler là des supports physiques. Alors, il faut savoir que les supports physiques sont extrêmement variés. J'ai découvert, moi, des supports que je ne connaissais même pas. Alors, le Super 8 qu'on connaît certains. Alors, moi, je sais que mon papa en est fan, donc je connais très bien. VHS, vous avez alors Betamax, 8 mm. Mini. Sur la gauche, je vous ai mis aussi, alors vous avez les diapositives, vous avez les micro CD, les cassettes audio, les cassettes VHS. Donc, il y a effectivement énormément de formats différents, ce qui peut poser problème effectivement quand on veut regarder ces différents formats, parce qu'on n'a pas forcément le lecteur qui va bien. Et en plus, ces supports peuvent se dégrader. Il y en a certains qui, malheureusement, se dégradent plus vite que d'autres. Vous avez, par exemple, les vinyles qui se dégradent pas forcément très vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Ça résiste plutôt bien au temps, même si ça peut être rayé. Mais par contre, les VHS, par exemple, en général, supportent assez peu tout ce qui est différence de température, visionnage important. Donc, c'est un peu la difficulté avec ces différents supports. Ensuite, quelque chose qui est important sur les supports physiques, et ça c'était, je pense, aussi une question de Evelyne, c'est comment identifier les dates qui sont sur les photos et identifier les personnes. Alors ça, pour identifier les personnes sur les photos, ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec la famille, donc un ancêtre qui est encore en vie et qui pourrait vous dire, bah voilà, là je sais que c'était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, une cousine. Donc n'hésitez pas, c'est aussi le moment de reprendre contact avec la famille pour connaître, identifier les personnes dessus. En termes de dates, il y a des sites qui sont très intéressants. Là, je vous en ai mis deux. Alors, c'est guy.joly1.free.fr. Alors, c'est un particulier. Très, très intéressant son site. Et je vous ai fait quelques copies d'écran. Donc, vous voyez, par exemple, les photos avant 1867. Alors, c'était très posé, c'était très lent, enfin très long pour avoir une photo. Donc, c'est assez figé. Hein. C'est des photos qui sont assez datées. Là, un deuxième type de photo entre 1875 et 1895, c'est des photos qui étaient bombées. Derrière, c'est en carton. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de pouvoir dater à peu près. Hein, on n'est pas à l'année près. Et autre élément qui m'a semblé intéressant, c'est que les photos d'enfants n'apparaissent qu'à partir de 1880. Tout simplement parce qu'ils bougent trop et que avant, il fallait, je ne sais pas, tenir 10 ou 15 minutes sur une photo et donc les enfants n'étaient pas 10 ou 15 minutes sans bouger. Et à partir de 1880, alors à peu près, on commence à avoir des photos d'enfants. Donc ça peut être intéressant pour dater certaines photos. Vous avez aussi les archives du Finistère où vous avez un listing qui est aussi très intéressant sur tous les types de photos selon les époques. Donc, ça peut aider à une identification au moins de date. Si vous cliquez là sur Teams à l'intérieur de ma présentation, ça pourra directement vous renvoyer vers les sites. Et sinon, vous pouvez tout simplement reprendre. Donc, c'est les archives du Finistère, archives-finistère.fr et guy.joly1.free.fr et vous aurez toutes les informations nécessaires pour cette partie
identification de date. Et pour identifier les personnes, et ben là, il va falloir faire comme font les fans de généalogie, aller parler avec la famille, prendre le temps d'essayer d'identifier les personnes. Ensuite, une fois que vous avez identifié les personnes dessus, que vous avez fait votre tri, votre élagage, il va falloir classer. Souvent, on se dit, on peut effectivement directement se lancer dans un classement, dans des, comment on appelle ça, des petits classeurs où vous allez mettre toutes vos photos. Moi, je vous conseille de classer déjà les photos dans des boîtes. C'est pour ça que je vous ai mis cette boîte-là. Et vous pouvez aussi mettre des pochettes, ce genre de choses. Donc, soit par année, vous pouvez aussi choisir de faire par événement. Là, c'est vraiment votre choix. Donc, par année, vous dites, bah, je mets, alors on peut se dire, pour les très anciennes photos, se mettre, par exemple, sur 10 ans, ce genre de choses. Alors, Evelyne, vous inquiétez pas pour le site du Finistère, je vous mettrai tout ça dans le mail que je vous enverrai cet après-midi. Pas d'inquiétude, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc, par année, par événement, ça peut être par exemple, le mariage de votre cousine, le mariage d'un parent, les vacances de telle année. Par personne, ça peut être intéressant aussi. Là, c'est au choix. Vous avez toutes les photos de votre maman. Hop, vous faites un classeur avec toutes les photos de votre maman. Mais pour l'instant, la première étape, c'est de classer et faire un classement, on va dire, en gros. Parce que déjà, cette étape-là va être très longue. Et si vous vous lancez déjà dans un classement avec des albums photos, ce genre de choses, c'est peut-être un peu tôt. Donc, vous mettez des boîtes ou des petites pochettes par année, par événement ou par personne. Là, vraiment, à votre choix. Ensuite, vous avez la possibilité dans le classement de faire des albums photos. Là, je vous conseille de faire de la même taille, ces albums photos. Ça vous permettra ensuite de les classer, de les ranger beaucoup plus facilement. Évidemment, c'est absolument pas obligatoire de faire des albums photos, hein. Vous pouvez décider de les classer dans des boîtes ou des pochettes et de les consulter régulièrement. Mais c'est vrai que les albums, c'est très agréable parce qu'on peut en famille décider de se faire une soirée photo, de les regarder. Et aussi, on peut alors aller beaucoup plus loin. On appelle ça le scrapbooking. Donc, mettre des petits bandeaux de couleurs, des petites étiquettes, des petits autocollants, faire quelque chose de vraiment très joli qui peut être très sympathique. Et puis, on peut faire des cadeaux aussi, hein. Si on retrouve des photos, ça peut être l'occasion, par exemple, sur le mariage des enfants, des petits-enfants, de faire un album et de leur offrir cet album. Autre étape importante, parce que là, pour l'instant, on a parlé de garder en format physique, mais on peut aussi décider de tout numériser, tous les formats qu'on a. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai numérisé toutes mes photos et on peut même aller jusqu'à tout numériser et tout jeter les formats physiques. Alors là, vous voyez, je fais ma Marie Kondo, là j'y vais très fort, mais il n'est absolument pas obligatoire de garder les photos. Si vous les avez sur un autre format, pourquoi pas? Alors, la conversion en format numérique reste néanmoins quelque chose de très long et très fastidieux. Donc, par exemple, je vous ai mis là, sur la gauche, c'est un appareil qui permet de numériser les films Super 8. Alors, cet appareil coûte quand même 350 €, ce qui n'est pas rien. Et pour la location, c'est à peu près 150 € pour louer pour une semaine. Donc, c'est vrai que ça reste un budget, mais vous allez le voir, si on fait numériser, c'est beaucoup plus cher. Donc pourquoi pas l'acheter même à plusieurs, hein, et se dire, bah, on a cet appareil, on se le prête, ça prend a priori beaucoup de temps. J'ai cru voir que pour un film Super 8, c'est presque une journée pour une numérisation. Donc si vous en avez une vingtaine, il faut se dire que ça va prendre un mois pour tout numériser. Donc c'est quand même beaucoup de temps. Mais c'est intéressant parce que vous allez ensuite pouvoir les avoir en format numérique, les envoyer aux enfants, petits-enfants, donc très intéressant aussi. Donc Martine, vous me dites à la naissance d'un enfant, je mets un calendrier de sa naissance et c'est génial de faire des albums. Ah, superbe, très bien. Ah oui, un petit calendrier, effectivement, c'est intéressant. Il y a plein de possibilités d'utiliser les photos aujourd'hui qui sont très intéressantes. L'autre élément qui est intéressant là, c'est cet appareil à droite, c'est le Fast Photo de Epson. Alors,
j'imagine qu'il en existe plein d'autres. Moi, quand j'ai numérisé mes photos, j'avais un appareil, un scanner classique. Je pouvais numériser 3 par 3 et je vous le disais, j'ai mis plusieurs mois à scanner mes photos, hein. Et pourtant, j'avais les photos de famille, j'avais un sac. Donc, on était quand même un certain nombre, hein, peut-être 1000 ou 2000 photos. Mais j'imagine que certains d'entre vous en ont largement plus. Donc, cet appareil, vous mettez directement les photos et ça scanne très, très rapidement. Alors, par contre, je n'ose même pas vous dire le prix qui est de 500 € pour cet appareil. Donc, on est quand même sur un coût très important. Pourquoi pas, alors le louer, l'acheter à plusieurs et ou l'acheter, d'occasion. Là, 500 € c'est le prix neuf, hein, mais en tout cas, cet appareil a l'air assez fabuleux pour, scanner les photos très rapidement et donc avoir toutes vos photos en format numérique. Vous pouvez choisir de faire numériser les photos. Donc là, c'est plus vous qui le faites, hein, vous le faites faire par quelqu'un. Ça dépend vraiment, du volume. Alors comment s'appelle cet appareil? Alors je vous dis de suite, il s'appelle le Fast Photo Epson. Je vais vous le noter dedans. Fast Photo Epson. Donc c'est l'appareil d'Epson. Donc a priori à peu près 500 € à l'achat. Mais vous allez le voir, finalement, quand on fait numériser, c'est extrêmement cher et donc on arrive vite à ces tarifs de l'appareil qui est assez relativement vite rentabilisé. Donc pour une VHS, alors ça c'est un prix moyen. Par exemple, la Fnac fait des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc pour les diapos, oui, ça existe aussi. Vous avez le même type d'appareil qui existe, mais à chaque fois, c'est un appareil différent. Alors je crois qu'il y a des appareils qui peuvent faire plusieurs choses, mais de ce que j'avais vu, c'était pas forcément, il n'y avait pas forcément des retours très positifs. Donc sur les VHS, on est à peu près à 15 € pour faire numériser une VHS. Donc vous imaginez si vous en avez une centaine, hein, voilà. Les diapos, c'est 30 centimes la diapo, négatif pareil, les photos papier 30 centimes. Donc c'est quand même très onéreux si vous en avez beaucoup. Donc moi, je vous conseille quand même de le faire pour le coup vous-même. Cassette audio, c'est 15 € également. Et pour Super 8, c'est à peu près une quinzaine d'euros par petite bobine. Tous ces éléments, il existe des scanners spécifiques pour pouvoir le faire vous-même, mais effectivement, ça prend du temps, hein, ça, il faut le dire. Mais là, en ce moment, pourquoi pas se lancer là-dedans et se mettre à scanner, numériser ces éléments. Ensuite, sur vos photos papier, alors j'ai trouvé ça hier, vous voyez, c'était vraiment en dernier carat avant notre conférence. Donc on le disait tout à l'heure, effectivement, vous pouvez jeter vos photos. Attention à bien les jeter au bon endroit, à bien vous renseigner sur les déchetteries, ce qu'ils récupèrent, de quelle manière. Il y a certaines archives départementales qui sont intéressées par les photos. Moi, j'habite dans le Val d'Oise et j'avais rencontré la personne qui gérait ça. Alors là c'est les archives d'Avignon qui sont magnifiques. Alors Hélène, pour la numérisation, non, je n'ai pas d'adresse spécialement. Si vous tapez sur un moteur de recherche comme Google, numérisation, photo, vous trouverez plein d'éléments. Je sais que la Fnac le fait, c'est un peu cher, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Et vous avez plein de structures et tout simplement, le petit photographe de votre quartier, en général, ou de votre ville, le propose, hein, de faire ça. Donc ça peut être intéressant d'en parler avec eux. Donc les archives départementales, vous voyez celles-ci qui sont magnifiques, ils sont intéressés en général par les photos qui représentent des moments du territoire. Donc par exemple, des photos de bâtiments, des photos anciennes d'un métier qui vont pouvoir historiquement représenter une époque. Sophie, pour les VHS, normalement, ça va être plutôt en déchetterie et je pense que vous aurez du mal à les donner. Pour le coup, les archives départementales récupèrent, elles, plutôt les photos. Donc, je vous ai mis le mail quand même des archives départementales du Val d'Oise. Si vous habitez dans un autre département, n'hésitez pas à contacter vos archives départementales qui seront peut-être intéressées par des photos qui représentent un territoire. Donc, il faut que ça soit les photos du territoire. Ensuite, vous avez un site internet qui s'appelle recyc-photo.com qui récupère les photos.
Alors, j'ai regardé, ils récupèrent gratuitement, mais a priori, ils ont l'air d'être un peu saturés en ce moment, en tout cas pour les photos qui sont, plus récentes que 1980. Donc les anciennes photos ont l'air de les intéresser. Ils les redonnent à des associations, ils vont les trier aussi derrière et pouvoir les recycler. Ça m'avait l'air intéressant. Je n'ai pas testé, donc n'hésitez pas si certains testent à me donner vos infos. Donc ça s'appelle recycle-photo.com. Donc pourquoi pas utiliser cet élément. Eux, ils l'utilisent aussi pour faire tout ce qui est travaux manuels, ce genre de choses. Donc ils le donnent à des associations. Donc pourquoi pas. Et puis la famille, je vous en parlais tout à l'heure, donner des photos à la famille, aux amis qui sont sur ces photos, hein, évidemment, ça peut faire plaisir. Moi, je sais que j'ai de la famille qui m'avait envoyé des photos de mes grands-parents et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir partager dans ces moments, c'est intéressant. Evelyne, les archives, vous avez pu faire numériser gratuitement des films Super 8. Superbe. Dans quel département vous êtes? Parce que ça, c'est effectivement un très bon, un bon plan vraiment à partager à tous les participants. C'est superbe. Alors, un petit travaux pratique que je vous propose, là, pendant ce confinement, vous pouvez imaginer de créer un arbre généalogique photo. Alors moi, j'aime particulièrement celui du centre. Donc c'est un sticker. Donc on peut acheter, c'est pas très cher, hein, sur Internet, un sticker. Et ensuite, vous créez votre arbre généalogique avec les anciennes photos. Et alors vous pouvez aussi créer des arbres généalogiques en ligne, imprimer des choses, acheter des grands posters. Et en tout cas, vous créez un magnifique arbre généalogique photo avec les photos que vous allez retrouver. Ça peut être une idée de travaux pratiques, travaux manuels à réaliser pendant cette période. Alors, ensuite, sur les formats numériques. Alors là, on a parlé des formats physiques qui sont en général une bonne partie des éléments, mais je sais que vous êtes nombreux aussi à avoir des formats numériques dont vous ne savez pas forcément quoi faire. Donc un classement est vraiment nécessaire parce qu'on a souvent trop de photos qui sont un petit peu en désordre et c'est encore plus facile de stocker sans s'en rendre compte sur son ordinateur ou sur son téléphone. Donc l'idée, c'est de classer par date, toujours la même chose, par année, par événement, peut-être par thème. Donc vous pouvez faire un dossier qui sera par exemple le dossier qui s'appelle Mes photos et dedans mettre des sous-dossiers qui s'appelleront 2019, 2018, 2017 ou photos de famille, ou vous pouvez aussi classer par voyage, par événement. Et ce qui peut vous aider, ce sont les métadonnées. Alors là, on rentre quand même dans le vif du sujet. Il vous suffit de faire sur vos photos un petit clic droit et d'aller dans les propriétés. Alors là, on rentre quand même dans des éléments qui ne sont pas forcément évidents, mais je sais que vous travaillez sur l'informatique en ce moment de plus en plus. Et dans les propriétés, je vous l'ai mis là sur le PowerPoint, vous avez donc la latitude, la longitude de la photo, donc en fait l'emplacement à laquelle vous avez pris cette photo, donc ça c'est intéressant, le nom du fichier, mais également la date de création du fichier. Et là, ça peut être très intéressant pour classer par date vos photos, parce que finalement, c'est dans les métadonnées que vous retrouverez. Alors, si c'est des photos qui ont été scannées, l'informatique n'a quand même pas cette possibilité de savoir quelle année ça a été fait. Il vous donnera la date à laquelle vous avez scanné. Par contre, si vous avez pris avec un appareil photo ou avec un téléphone portable, vous aurez ces métadonnées qui vous permettront de savoir à quelle date et à quelle heure vous avez pris ces photos. Donc, très intéressant pour votre classement d'utiliser cette technique des métadonnées. Ensuite, une partie importante également, c'est de renommer toutes vos photos. Il va falloir changer le nom des fichiers. Alors, pas une par une, parce que je sais que c'est très long, effectivement. Donc, on imagine que vous êtes fait un dossier dans lequel vous avez, par exemple, voyage année 2019. Vous pouvez sélectionner. Donc, je vous ai mis à gauche, là, la possibilité de le faire, enfin, le petit tutoriel. Vous sélectionnez vos photos qui correspondent, par exemple, à votre voyage à Rome. Donc, on les sélectionne. On fait un clic droit sur cette sélection. Et vous voyez, il y a propriété qu'on a regardé tout à l'heure pour les métadonnées et la possibilité de renommer.
Donc là, vous cliquez sur renommer, vous rentrez le nom, donc par exemple image voyage à Rome, et automatiquement, l'ordinateur va renommer toutes les photos que vous avez sélectionnées en mettant voyage à Rome 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est vraiment un outil très, très précieux pour pouvoir mettre des noms et des noms qui ne soient pas image 278-480, qui peut être très intéressant. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité qui peut être intéressante. Donc, Evelyne, vous nous dites, l'un vous a permis de scanner, numériser vos films Super 8. Superbe. Donc, ceux qui sont dans l'un ou qui ont des films ou des photos de l'un, n'hésitez pas. Donc, ce renommage des photos est important. Je vous conseille d'utiliser aussi un logiciel photo. Par exemple, il y a Google Photos ou iPhoto sur Mac. Ça va vous faire des tris automatiques, des albums automatiques. Ça va vous permettre de partager aussi à votre famille des photos. Ça stylise des photos, c'est aussi assez rigolo à faire. Et on peut faire automatiquement des livres photos, donc en fait des albums photos que vous pourrez ensuite faire imprimer. Donc Google Photos ou iPhoto sont vraiment des outils gratuits et très intéressants pour trier vos photos automatiquement et faire des albums. C'est pas obligatoire, mais vraiment ces logiciels photos sont très agréables. Ensuite, je vous en parlais, imprimer des albums photos. Vous avez aujourd'hui des structures qui le proposent. C'est vraiment très joli, très agréable de faire ça. Et on a vraiment plaisir à consulter les photos lorsqu'elles sont imprimées de cette façon-là. Je sais que souvent, les photos sur son ordinateur, on les regarde très peu. Donc, en les imprimant de cette façon-là, c'est une façon aussi de pouvoir utiliser ces photos plus souvent. Les cadres numériques, alors c'est quelque chose que moi je connaissais pas forcément, en tout cas pas de cette façon-là. Donc je vous ai mis quelques exemples de cadres numériques. À gauche, vous avez un cadre qui s'appelle FamilyLink. Vous avez une puce à l'intérieur, une carte SIM, et ça permet d'envoyer des messages, des photos à la famille. Donc c'est notamment pour les personnes âgées assez intéressant. Si vous avez un parent qui est plus âgé, qui a un petit peu de mal avec l'informatique, ça permet d'envoyer des photos, des messages, et ça c'est intéressant. Donc, Mialou, quelle est la durée de vie des albums imprimés? Oh bah là, c'est comme un livre, hein, ça dure vraiment très longtemps, donc c'est beaucoup plus solide et robuste effectivement. Alors s'il est dans un endroit qui est sain, que effectivement de les laisser en informatique où il faut prendre le temps. Le cadre numérique que vous voyez au centre, alors celui-là, je l'ai trouvé très joli. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait. Il est en bois, on dirait vraiment un vrai cadre photo. Et en fait, vous avez votre photo qui vont tourner. Donc, ça vous permet de toutes vos photos numériques les voir. Donc, ça aussi, très intéressant. Et le dernier cadre, c'est un cadre connecté. Donc, vous pouvez envoyer avec votre téléphone portable, votre smartphone, ce genre de choses, des photos directement sur le cadre. Donc là, c'est aussi très, très pratique. En termes de prix, on est alors sur le FamilyLink qui est à peu près 100 €, donc entre 100 et 145 € je crois. Les autres, c'est à peu près 50 €. Donc ça reste quand même un prix, mais ça vous permet d'avoir toujours chez vous accès à vos photos et je trouve ça assez intéressant. Alors, on arrive au vif du sujet sur les photos numériques. Les photos numériques, le problème, c'est que souvent, beaucoup d'entre vous les gardent uniquement sur votre ordinateur ou sur un support physique. Le problème, par exemple, de le mettre sur un serveur extérieur qui est chez vous, une clé USB, un petit disque dur, c'est qu'il va pouvoir s'abîmer, se casser et peut-être qu'un jour, vous allez malheureusement perdre vos photos. Donc l'idéal, c'est pouvoir les mettre dans le cloud, donc nuage en français, qui est en fait sur internet, qui vous permet d'avoir accès à vos photos tout le temps, partout, où que vous soyez, sans les avoir physiquement chez vous. Donc, il y a plusieurs logiciels qui le permettent. Donc, toujours Google Photos dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un logiciel intéressant. Donc là, il y a un stockage qui est illimité, qui est aussi la possibilité de faire des montages photos vidéo. Vous pouvez synchroniser votre smartphone. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, ça synchronise automatiquement. Vous avez également Dropbox qui permet de partager avec la famille très facilement.
Et vous pouvez stocker plein d'autres choses. Donc là, par exemple, les documents administratifs, des images, de la vidéo, plein de choses. Et pareil, synchronisation possible avec le smartphone. OneDrive, qui est une solution de Microsoft Office, vous avez 5 gigas gratuits. Donc 5 gigas, ça déjà permet de pas mal de choses, même si sur les photos, on arrive à des volumes en général très importants. Et on peut aussi partager avec la famille, les amis des photos numériques et ça synchronise avec le smartphone. Toutes ces solutions en général sont gratuites jusqu'à un certain seuil. C'est pas très cher si on achète du stockage et après vous avez un stockage. Alors pour une photo, pour des photos, ça va assez vite. En général, on a besoin de 100, 200 gigas, donc ça représente quand même des volumes importants. Mais les coûts de ce stockage sont très faibles, donc n'hésitez pas à regarder ce qui se fait et à voir des offres qui peuvent être intéressantes. Toujours pareil, une règle d'or importante sur cet aspect numérique, il est vraiment important de choisir un mot de passe qui soit compliqué, très compliqué et différent de vos autres outils. Là, vous allez mettre vos photos dans des choses très personnelles en ligne. Il faut que ce soit impossible de pirater. Si vous mettez votre date de naissance ou Denise 92 comme mot de passe, c'est fichu. Il est très, très facile de pouvoir récupérer votre mot de passe. Donc, je vous ai mis un exemple très, très désagréable, ce magnifique mot de passe. Donc, des majuscules, des minuscules, des dollars. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très pratique. Effectivement, comme dit Gwendoline, on peut garder, conserver les mots de passe directement dans vos appareils. Aujourd'hui, il y a même moi avec Google, par exemple, mon mot de passe est conservé dans mon appareil et ça m'envoie un SMS si je me connecte avec un autre appareil. Donc, il y a vraiment une double possibilité de s'authentifier et ça, c'est vraiment important parce que vous avez quand même des données très sensibles qui peuvent être dedans. Les photos du téléphone, ne les oubliez surtout pas. Je vous invite sur votre téléphone à télécharger par exemple Google Photos donc en application mobile, Dropbox ou OneDrive. Vous avez des applications mobiles et qui sont possibles de pouvoir télécharger. En fait, ça va synchroniser automatiquement vos photos du téléphone sur le cloud. Vous n'aurez pas besoin finalement de les mettre et si vous cassez et perdez votre téléphone, ça va être beaucoup plus facile. Donc, pour récupérer le mot de passe perdu, en général, on va vous envoyer un SMS dans lequel vous allez pouvoir effectivement récupérer votre mot de passe. Donc, c'est vrai que les mots de passe, il faut avoir une application, un logiciel qui garde vos mots de passe. Mais en tout cas, ne mettez pas toujours le même mot de passe sur tous vos éléments. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc voilà sur cette conférence sur le tri des photos. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis présente pour y répondre. Alors je vous propose cette semaine un petit jeu concours. Donc l'idée c'est de nous envoyer des photos de vos avancées en tri. Vous devez me préciser aussi que vous acceptez que je publie cette photo sur ma prochaine visioconférence et la plus belle photo gagnera un exemplaire du livre La magie du rangement dont je vous parle depuis plusieurs semaines de Marie Kondo, donc version e-book, attention parce que mon but n'est pas que vous restockiez des livres et je vous donnerai la réponse et le grand gagnant à la visioconférence du 14 mai à 10h30. Donc voilà sur cette partie jeu concours. Donc sur les dates, chaque semaine, je propose des visioconférences le jeudi à 10h30. La prochaine visioconférence sera sur financer une aide à domicile. Donc vous pouvez vous y inscrire sur go.movadom.com/inscription-senior. Je vous enverrai tout ça par mail après cette conférence. Et si vous avez des amis, de la famille qui souhaitent s'inscrire à ces visioconférences, ils peuvent s'inscrire sur movadom.com. Il y a un endroit où ils peuvent cliquer et ils peuvent s'inscrire en mettant leur email. Donc, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Il suffit de cliquer sur là, ce qui apparaît à votre écran, cliquez ici. Répondre à notre questionnaire satisfaction et pendant ce temps-là, pendant que vous répondez au questionnaire satisfaction, je vais répondre aux questions qui peuvent arriver.
Tac, tac, tac. Proposer sur les sites le mot de passe oublié. Effectivement, Gwendoline, il est possible de récupérer les mots de passe. Tac, tac, tac. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la vidéoconférence, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions sur les photos, les vidéos, je suis à votre disposition. Et on répond au questionnaire satisfaction. Il vous suffit de cliquer sur ce slide et vous accédez directement au questionnaire satisfaction. S'il y a des questions, je suis présente. Alors, pour faire des retouches photos, Pauline, il me semble qu'il est possible d'utiliser sur votre ordinateur le logiciel qui est déjà intégré de photos. Alors sinon, des logiciels comme Google Photos, par exemple, le proposent. Donc, je vous invite à utiliser effectivement ou iPhoto. Donc, sur Mac, il y a aussi des logiciels intégrés directement. Mais là, je vais regarder par exemple sur mon ordinateur actuel. Oui, moi j'ai une application qui s'appelle Paint, par exemple, qui permet de retoucher des photos. Sinon, c'est effectivement, oui, il y a Photoshop, mais qui est assez compliqué, effectivement. Alors, un lecteur de mini-DV me dit, alors, un lecteur de mini-DV, où peut-on trouver un lecteur de mini-DV et de bande magnétique? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'aller chercher sur des sites, peut-être sur Internet, des sites comme Le Bon Coin, eBay, ce genre de choses, sur lesquels vous allez pouvoir avoir ces éléments. Pauline, Picasa, non, n'existe plus. Ça a été remplacé par Google Photos. Mais c'était la même chose. C'était le même logiciel. Il s'appelle aujourd'hui Google Photos. Et oui, effectivement, Pascal, Photoshop est payant, donc ça va peut-être pas être adapté. Mais sur Internet et sur vos smartphones, il y a des applications gratuites qui vous permettent de faire la retouche photo. On peut aller assez loin, hein. Vous pouvez perdre 20 ans d'un coup grâce aux retouches photo, mettre des petits fonds sympas. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est vrai que pour cela, les téléphones sont particulièrement pratiques. J'avais une question aussi sur vaut-il mieux faire des photos avec son smartphone ou son appareil photo numérique? De manière générale, effectivement, un appareil photo numérique va généralement être de meilleure qualité, mais aujourd'hui, avec les téléphones puissants qu'on peut avoir, vous avez souvent des appareils photo sur vos téléphones qui sont de très, très grande qualité. Donc, sur la partie contact, pour le petit concours, vous pouvez m'envoyer des mails sur contact@movadom.com ou sur movadom.com directement. Et le replay, le site, c'est go.movadom.com/replay. Vous atterrirez sur notre chaîne YouTube et vous pouvez vous abonner. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube qui vous permet d'avoir régulièrement